écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Vous êtes sur Radio Ma'arif et on est toujours avec Si Mohamed Touzi, le professeur de sciences sociales, le spécialiste des sciences politiques également, qui nous a parlé dans la première partie du podcast du mode de gouvernance à l'époque en vigueur à Tétouan, en 1862, via les correspondances entre le sultan de l'époque et le caïd de Tétouan. Et il nous a parlé en résumé d'un état soucieux des affaires de Tétouan qui s'intéresse à un niveau de détail assez précis des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de famine, des problèmes d'armement. Et puis on va voir aujourd'hui avec Si Mohamed Touzi une autre façon de gouverner à la même période avec comme même outil la correspondance de l'époque, un autre mode de gouvernance dans le Souss. C'est bien ça, Si Mohamed? Oui. Alors explique-nous comment ça marchait de l'autre côté du Maroc, c'est-à-dire dans le sud. Alors sur le Souss, on est dans un autre cas de figure où c'est le gouvernement à distance qui va prévaloir. L'État n'a pas les moyens de gouverner et d'administrer, donc il le fait administrer par des médiateurs. Du coup, le rapport de l'État à cette région, que d'ailleurs Mokhtar Soussi qualifie de Qotr, presque État, une sorte de nation dans la nation, dans la nation, et dans les limites connues à l'époque. Donc on va parler essentiellement de ce qu'on appelle Souss al-Aqsa, le Souss extrême. C'est-à-dire géographiquement, ça se situe... Qui va de la frontière du Oued Messa, qu'on appelait à l'époque, dans le nom, Oued Oul-Ras, donc le nom traditionnel Oued Oul-Ras, et Oued Messa, qui finit la plaine de Messa, et jusqu'à Oued Noun, qui fixe la frontière avec le Sahara des Aït Ba'amran. Même avant Guelmim un peu. Donc c'est un très gros territoire. C'est un espace énorme, montagneux. Montagneux, donc dur, à la fois très peuplé, très pénétré par la religion musulmane, où, si vous voulez, on n'est pas face à des ignorants, donc c'est des gens très bien socialisés dans la religion, avec une communauté savante relativement structurée et forte, un réseau d'écoles traditionnelles supporté par les populations et fort, jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a qu'à faire la route de Itbaha jusqu'à Tefrot pour s'en rendre compte même aujourd'hui. Donc, une communauté relativement... Je rappelle qu'on est en 1860. Une communauté relativement forte. Jusqu'à pratiquement au règne de Mohamed Abdelrahman, cet espace était autogouverné, si vous voulez, avec deux principautés relativement fortes, importantes. La première principauté, c'est la principauté d'Ilir. Ilir, c'est une petite bourgade qui est à peu près à 70 km au sud-ouest de Tiznit, où vit la famille descendante des Boudméa, qui sont une famille, ce qu'on appelle les Smlela, Dido Smlel, donc une famille qui avait été très puissante au XVIe siècle. 16e, 17e, et il était très présent, et dont le patron, Abou Hassan Smlali, avait même des prétentions de gouverner le Maroc au même moment que la dynastie actuelle. D'accord. Et donc dans la mémoire collective de cette zone, Abou Hassan Smlali, donc ce qu'on appelle Boudméa, parce qu'il avait une larme qui coulait de son œil. L'œil larmoyant. Larmoyant, donc Boudméa. Donc Boudméa, donc dans son combat avec les Alaouites, va même être jusqu'à défaire Moulay Ali Shrif, donc le fondateur de la dynastie actuelle, et l'emprisonner, le garder prisonnier chez lui pendant une année. Et durant cette année, parce que c'est un prisonnier invité, parce qu'il était aussi descendant du prophète, donc on lui fournit aussi femme, donc le Moulay Ali va avoir un garçon qui, la tradition locale dit que c'était Moulay Ismaïl, le futur roi qui serait descendant d'une femme donnée par Moulay. Donc c'est une région avec assez forte. À l'installation de la dynastie alaouite, le premier acte de Moulay Rachid, donc le premier souverain en fait de la dynastie alaouite, ça va être de complètement détruire Ilir, la destruction de cet espace. Deux siècles après, donc au 19e siècle, début du 19e siècle, cette famille qui va émigrer vers le Sahara va se reconstituer son patrimoine, d'ailleurs parce qu'on va très bien l'étudier. On a sorti d'ailleurs un livre dans les années 80 sur cette maison, ça s'appelle la maison d'Ilir.
et reconstituer son patrimoine. Et au milieu du 19e siècle, cette principauté a reconstitué un peu son pouvoir local, sans prétention nationale, mais un pouvoir local extrêmement important, dans la mesure où il contrôlait les routes caravanières qui venaient de Chingit, donc Mauritanie, jusqu'au Souera. Et donc là, moi j'ai travaillé sur ce terrain pendant longtemps. Donc la maison d'Ilir, dans la grande maison, donc le château, qui est une sorte de qasba, on a une cour qui recevait les marchands, et il y a même des cahiers comptables qui ont été dépouillés par un Pascon qui traite un peu de volume des affaires entre le Sahara et donc ce commerce transsaharien. Donc ça, c'est la première famille. D'accord. La deuxième famille, elle était plus dans la région de Guelmi. C'est la famille des Beyrouk, des El Beyrouk, qui elle contrôlait la route caravanière ouest, donc sur l'Atlantique. Et donc ces deux familles vont avoir des velléités au milieu du 19e siècle de commercer directement avec les étrangers. D'accord. À un moment même où, dès le 18e siècle, l'État va commencer à contrôler le commerce international par la construction d'ailleurs de Souera, dans un premier temps. Donc il y a un problème, donc à la fois... Excuse-moi, quand tu parles de commercer directement avec les étrangers, c'est-à-dire via la façade atlantique? Via les ports de Ouadnoun, essentiellement, il y a des rades. Donc, dans la rade d'Assaka, la rade d'Ouadnoun, où il y avait des bateaux hollandais, anglais. D'accord. On parle de quel type de marchandises, par exemple? Alors, les marchandises, c'est assez simple. Donc, les Marocains vendaient beaucoup, entre autres, les ânes. D'accord. Mais surtout la laine. Des caravanes d'ânes qui portaient. On vendait du cuir, essentiellement, de la laine, mais surtout des marchandises africaines, c'est-à-dire des plumes d'autruche, de l'or, et beaucoup de quelques produits qui venaient du désert. Voilà, mais surtout laine, céréales. Donc c'était les marchandises les plus importantes. Le salpêtre un peu, du salpêtre aussi. Qu'on importait, Souera, donc qu'on revendait dans les marchés locaux. Donc le sultan, on est toujours en 1862, voit d'un mauvais œil cette... C'est-à-dire, oui, donc cette ambition de contourner un peu. Il y avait, c'était que l'État se complexifie, donc il a besoin de ressources, et le contrôle des ports devient un enjeu. Parce qu'il faut dire que dès le XVIIe siècle, on a fini par abandonner la piraterie et la course comme un moyen de collecter, d'avoir des ressources. Donc on avait des ressources par la course, par la piraterie. La face du monde a changé, les puissances sont devenues beaucoup plus fortes, et le Maroc est devenu une cible d'abord du commerce international, donc il est obligé de concurrence entre la Grande-Bretagne, la Hollande, la France, l'Espagne un peu. Et donc la zone est devenue stratégique parce que justement le sultan se devait de se préoccuper pour administrer cet espace qui était, comme j'ai dit, un espace qu'il gouvernait, mais à distance, de très loin. Mais même cette volonté de gouverner directement cet espace devait adopter des moyens, c'est là où c'est intéressant, des moyens qui étaient les moyens possibles pour un État dont les ressources sont limitées, c'est ça. Alors, le principal moyen de gouvernement, parce qu'on est dans un pouvoir itinérant, c'est la harka. Le vocable est resté très, très actuel dans le Maroc actuel, et donc toute campagne, qu'elle soit faite par les forces auxiliaires dans les marchés de Qara'a ou la campagne d'assainissement des années 90, ou même le séisme qui a intéressé plusieurs cadres, donc on parle de harka. La harka, c'est la cour itinérante. C'est-à-dire que concrètement, le sultan, il faut l'appeler sultan. Le sultan se rend, donc fait le pays en le traversant, en le parcourant. C'est-à-dire le pays, il lui donne une consistance territoriale, soit en y édifiant des points, des places fortes. Donc ça, c'était Moulay Ismaïl qui a fait ça. Mais même en édifiant ces places fortes, il faut en renouveler le fonctionnement par des tournées. Le Maroc n'est pas unique dans ce mode de gouvernement. Les bey et les dey en Tunisie et en Algérie aussi étaient dans l'itinérance. En France, on a connu aussi des cours itinérantes. Ce qui est intéressant dans l'État, parce que cet État au mouvement, avant de voir comment il gouvernait le sous, donc, était un État qui se mettait en scène en tant qu'État. C'est-à-dire que même en mouvement, ça donne lieu à des ingénieries extrêmement sophistiquées. Tu parles de logistique. Ingénierie à la fois logistique et politique, extrêmement sophistiquées pour traverser le pays. Bon, parlons de logistique alors. On parle de combien de personnes qui se transportent? Donc, pour pouvoir s'imposer dans les sources, le sultan Hassan Ier va organiser au moins 4 harkas. Donc il y aura d'autres pendant son règne, parce qu'on dit que c'est l'un des sultans qui a le plus parcouru le Maroc. Donc il est mort d'ailleurs 6 mois après avoir
Après, il y a un retour d'une harka qui était relativement difficile parce qu'il a dû traverser les hautes Atlas enneigées. Cette harka qui part généralement de Fès ou de Rabat regroupe entre 20 et 25 000 personnes. Donc c'est 20 et 25 000 personnes. Donc, d'ailleurs, cette expertise de la mobilité nous a légué au moins 2 compétences. Je crois que c'est les plus grosses compétences. C'est la compétence de le traiteur et la compétence de fabriquer des tentes. D'ailleurs, ça va avec. C'est les tentes Caïdal. Ouais. Cette capacité à fabriquer des tentes, d'ailleurs, maintenant c'est commercialisé dans le monde, les tentes Caïdal marocaines. Et organiser des banquets. Et le traiteur. Tout ça, ça vient de très loin. Et donc, du coup, même, moi, dans un texte que j'ai publié il y a 2-3 ans, je posais même la question pourquoi le Maroc, pour aider, par exemple, les Africains ou les Palestiniens, finit par construire des hôpitaux de campagne. En structure souple. Toujours des hôpitaux de campagne, donc. Une expertise. On a cette capacité à. Donc c'est une affaire extrêmement sérieuse, comme j'ai dit. Donc ça regroupe, dans les conditions de l'époque, qui étaient très difficiles. Donc 6 mois avant, le roi annonce qu'il va faire une harka. Et en fait, beaucoup d'historiens considèrent que la harka était uniquement une campagne militaire, alors que c'est pas une campagne militaire uniquement. Elle a des allures militaires. Mais c'est pas uniquement une campagne militaire. Donc ça commence par d'abord une organisation extrêmement précise du camp royal, de campement. Donc quand c'est annoncé 6 mois avant, donc là il y a Ibn Zaydan. Ibn Zaydan est un historien du début du XXe siècle qui est de la cour, donc qui est proche du roi, donc un cousin du roi, qui est l'un des rares historiens proches du roi, et qui a écrit deux livres pour montrer aux Français de l'époque, dans les années 20-30, que le Maroc est un État. D'accord. Et donc les livres, donc Al-Izz wa Sawla, donc il y a un livre extrêmement important, et l'Ithaf, donc c'est tout Al-Izz wa Sawla, donc où il y a une description extrêmement précise, non seulement de la harka, mais extrêmement précise des rouages administratifs de l'État marocain, de sa façon de s'organiser. Donc ça se prépare pendant 6 mois. Donc 6 mois à l'avant, donc on annonce que le roi va sortir. Donc on commence d'abord par préparer la logistique. Donc dans la logistique, il y a les tentes. Et donc les tentes, donc on a des registres. Donc Ibn Zaydan publie des registres, des tentes, donc avec leur affectation. Donc il y a dans la harka aussi, il y a des ambassadeurs, des consuls qui partent avec le roi. Donc on a nominativement la tente dans un registre à qui est-ce qu'il faut la réparer, comment il faut la réparer, qu'est-ce qu'il lui faut, est-ce qu'il lui faut. Il y a des niveaux, j'imagine, de confort. Il y a des niveaux de confort très différents des uns et des autres. Donc ça c'est le deuxième logement. Deuxième aspect, c'est l'approvisionnement. Ouais. La harka, c'est 20 000 personnes en déplacement. Les historiens, souvent, quelques historiens, notamment du protectorat, ont beaucoup dit que, disons, le Bakhzan se nourrit sur la bête. Il arrive, il dépouille. Il se fait nourrir par. Ce qui était accessoire. En fait, on a dans la description qu'a fait Ibn Zaydan 2 choses d'abord. Donc la première, c'est l'approvisionnement en grains. Et donc, parce que c'est pas uniquement les hommes, mais c'est aussi les bêtes qu'il faut nourrir. Donc, par exemple, la première harka vers le Sousse, le roi on voit des correspondants, il écrit pour affréter des bateaux, c'est pour que le blé, c'est qu'il va pas emmener avec lui toute ça. Il va les retrouver sur les ports. Les retrouver sur les ports ou sur des étapes. Il y a des étapes. La deuxième, c'est la reconnaissance des voies de passage, parce qu'il n'y avait pas une route, donc il y a des voies de passage. Et donc, tu avais une équipe à la fois de topographes, de géographes, qui faisait la route, qui faisait la reconnaissance, qui revenait avec une description très précise. Alors, l'étape durait à peu près, donc chaque jour, donc la cour se déplace avec une dispositif identique, qui fait à l'identique, parce que c'est l'État qui se met en scène. Donc, elle doit donner à voir sa majesté, sa grandeur, avec beaucoup de bruit. Donc il y a d'abord le roi et sa cour, et ses femmes. Il y a les proches, puis vous avez les tribus qui sont des tribus guiches, les tribus qui sont mobilisées, sans armée propre. Puis les gens, les badauds, les commerçants, parce que ça donnait lieu à chaque fois un souk, un bordel, une cour des miracles, des amusements, etc. Tout le monde était. Mais le dispositif était identique. Ils faisaient combien de kilomètres par jour, ces gens-là? Entre 16 et 20, donc c'était pas énorme. Donc il faut imaginer aujourd'hui concrètement un on peut avoir un Rabat Casablanca, ça se fait en 2 étapes rapides, en 3 étapes lentes. Mais là, on parle d'un Rabat Guelmim.
Non, oui, dans Rabat, Tiznit, donc ça dure. Non, avec à chaque fois démontage, remontage. Non, mais c'est bien en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que la Harka n'est pas uniquement un déplacement, un voyage. On peut régler les problèmes sur la route. On règle plein de problèmes. Donc chaque fois, il reçoit des tribus, il arbitre, il punit certaines, il casse la gueule à d'autres, il reçoit d'autres, il nomme des uns, il nomme les autres, il administre, il gouverne. Ça doit coûter beaucoup d'argent, ce déplacement. Bien sûr, de toute façon, ça dépend. Qu'est-ce qu'un coût? Qu'est-ce que c'est qu'une performance? Ça coûte moins que des fonctionnaires payés au mois. C'est-à-dire, c'est une autre économie. On peut pas d'ailleurs mesurer la performance de ce moyen mais en tout cas, il est relativement efficace pour l'époque. C'est-à-dire que le roi se déplace et, comme je dis, chaque fois, il faut reconstituer à l'identique. Par exemple, là, pour le Souss, donc le roi annonce qu'il arrive. Il arrive au Souss, il ne va pas entrer dans le Souss. Dans les différents moments, il ne va pas entrer dans le Souss. Il s'installe. Il s'installe juste à Tiznit. Donc Tiznit, c'est 20 kilomètres après cette frontière qui est Oued Mess. Du fleuve, ouais. Et donc d'ailleurs, c'est là où on va construire la Qasba de Tiznit, les murailles, etc. Donc il s'installe à Tiznit, qui est une plaine, donc pas très bien protégée. Et avant même d'arriver, il convoque, ou il écrit un courrier, ou des courriers à différents personnages de cette zone. Et dans ces personnages, donc on retrouve aussi bien par exemple, Hussein Ouhacham, qui est le chef de la maison d'Ilir, de cette principauté, qui a lui-même sa propre cour, qui a sa propre armée, qui est dissident mais pas dissident, qui gère le marabout de Sidi Ahmed Moussa, donc c'est son ancêtre, parce que c'est les descendants de Sidi Ahmed Moussa. Puis on retrouve le grand-père maternel de Mokhtar Soussi, un petit clerc local, un petit talib, d'une médersa traditionnelle, vraiment petit talib. Pas un grand alim, mais un petit talib local, qui est lui-même objet de la correspondance avec le sultan. Ou le sultan, par exemple, avec ce talib, donc là, on a analysé un peu les correspondances de ce talib avec le roi pendant cette période, où le roi essaye de contrôler, plus ou moins, ça dure une vingtaine d'années, où il a des problèmes dans cette zone, où il va la gérer, comment gérer ce problème, mais uniquement à partir de sa correspondance avec ce talib. Et donc on voit par exemple que dès que préparation de cette halqa, donc la Harbil Adouzi, le roi va lui écrire une première lettre où il lui demande de mobiliser les tribus dont pas qu'il a la charge, parce que vous savez que pour tous ces petits notables locaux qui ont un certain pouvoir d'influence locale, parce que les Talibs avaient un pouvoir d'influence, c'était pas des fonctionnaires du roi, mais le roi les renvoyait généralement une sorte un peu de dahir, de documents qui les dispensent des corvées vis-à-vis de l'État ou de payer des taxes, de certaines taxes. Donc la deuxième avait ce privilège de tuqir ou l'ahtira, donc c'est faut le respect, de respectabilité, cette idée de respectabilité que le roi renouvelait. Donc là on a des idées renouvelables depuis les Saadiens. Donc c'est pas aujourd'hui et donc ce talib donc va avoir en charge d'abord de lui indiquer ce que le roi va s'installer dans votre place et va commencer par nommer les gouverneurs des différentes tribus. Là on est dans une quarantaine de tribus dans le Souss ou plus. Il va nommer, il n'y avait pas donc juste adouber les personnages influents dans ces zones. Il ne va pas amener ses propres. Non. Et dans cette correspondance avec ce talib, on se convoque toutes les affaires de 1800 à peu près 84 jusqu'à 90, donc pendant les 6 années à peu près, on a tout un condensé de toutes les affaires de la région. C'est-à-dire, on y retrouve l'affaire Mackenzie, c'est-à-dire ce commerçant anglais qui a essayé de commercer directement avec les Zayd Ma'amra. Et l'Adouzi va jouer un rôle très important pour accompagner l'oncle du roi qui va aller négocier avec les Zayd Ma'amra la construction d'un port concurrent dans la région de Tarfaya, même avant Tarfaya, donc dans la région de Guilmi. Et on le voit par exemple en train d'informer le roi qu'un pont a été détruit et donc il faut le reconstruire. Lui-même était un peu ingénieur, c'est un talib ingénieur, donc il avait beaucoup de savoir-faire dans la construction. Donc dans les moments durs, on voit vraiment une intensité des correspondances. Donc pratiquement chaque 2 jours, tu as un émissaire du roi qui arrive chez le talib pour lui dire et donc le talib va informer par exemple c'est les mouvements de navires sur la côte, lui-même a ses propres correspondants sur le mercurial des prix dans les souks
Est-ce que les prix montent? Parce que quand les prix montent et qu'il y a disette, ça crée des tensions. Et on le voit aussi dans un passage parlant de la maison, intercéder auprès du type d'Ilir, parce que le type de la maison d'Ilir, ce grand Hussein Hachem, qui était un descendant d'un concurrent direct de la monarchie, ne va pas vouloir aller à la rencontre du roi à Tiznit. Et donc il va se réfugier dans la montagne parce qu'il avait peur qu'il y ait des problèmes ou qu'il soit dans une situation un peu d'humiliation dans la cour. Et donc on voit l'Adouzi aller le voir pour négocier avec lui. Il va servir d'intermédiaire. De médiateur. Donc Et comment ça va se... Lui, le roi va le rassurer, lui dire on va pas te toucher, bon tu vas pas venir mais on va pas te toucher parce qu'on respecte en toi ton grand-père, le marabout Sidi Ahmed Moussa, parce que juste une dizaine d'années avant d'arriver dans le sauce, le sultan va envoyer son petit-fils, le dernier, c'était Moulay Abdelaziz, le futur roi, qui avait 5 ans, avec un sacrifice à faire au marabout qui était le marabout principal du sauce, qui est Sidi Ahmed Moussa. D'accord. Donc il va être reçu par cette famille. C'est un mélange d'économie, de religion, de politique, mais en même temps avec une symbolique, avec une minimisation des coûts. À part les coûts de mobilité eux-mêmes, qui sont des coûts de gouvernement en fait. Ça te permet de prendre contact avec les gens, de les voir, de les connaître, etc. Tu as des coûts le coût d'administration au quotidien là on est dans une minimisation. Et on voit aussi le Taleb lui-même se servir de cette position de médiation pour renforcer son capital symbolique local. Parce que là aussi, les Talba dans le Souss, et donc partout dans le Maroc, qui étaient les notaires locaux, en fait c'était les notaires, se faisaient beaucoup d'argent, vivaient correctement, non seulement par l'enseignement. Ça, c'était le contrat minimal, c'est le contrat de charte que chaque savant local entretient avec sa communauté pour enseigner aux enfants et pour diriger la prière. Mais il gérait aussi les successions, les héritages. Et donc, dans les successions, le coût des successions était presque sur le coût du notaire aujourd'hui. C'est en 2,5-3%. Dans une succession qui est de quelques centaines d'hectares dans une grande famille, te laissait de quoi vivre 5, 6, 7 ans à l'aise. Donc, et le fait d'être proche du roi t'a amené à opérer plus d'avoir des marchés, des successions, etc. Et combien de temps il est resté ce sultan à Tiznit pour gérer tout ça? Il est resté à peu près 3-4 mois. Donc après, de toute façon, il est passé 3 fois. Il a fait 4 harkas, une quand il était califat et 3 autres quand il était... parce qu'il y avait urgence dans la zone, il y avait beaucoup de problèmes avec les étrangers qui essayaient vraiment de forcer le monopole qu'avait l'État sur le commerce. Donc c'était assez exceptionnel par rapport au reste du Maroc. Bien sûr, il a fait plusieurs harkas. Et donc quand il part vers le Souss, bien sûr, il y a tout le chemin qui était lui-même objet de la harka. Mais disons, spécifiquement, il va faire une autre qui est assez importante, qui est même magnifique, qui est celle qu'il va faire côté Filat. C'est l'autre versant, donc vers le sud-est, et qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va généralement, il y a l'est, dans la région d'Oujda, l'Ibn-Ngil, donc qui peut être objet d'une harka. Le sud-est, mais pour Hassan Ier, c'est essentiellement le Souss qui va l'occuper relativement de façon assez forte. J'ai du mal à visualiser un camp de 20 000 personnes en termes de cuisine. Ah oui, mais ça te donne aussi l'étendue du savoir-faire de l'Hal. C'est de nourrir, loger, divertir, tout un. Et il y a non seulement. Donc il y avait des tentes restaurants, des tentes. Non, il y a chacun. Non. Mais imagine la logistique de Messira. La logistique de Messira reprend beaucoup les techniques de la harka. Alors Messira, c'est 350 000 personnes. Bien sûr, il y avait des camions, mais les gens étaient organisés par groupe, par quartier ou par tribu. Chaque groupe et chaque quartier avait un responsable et chaque groupe avait son muqaddam. Et c'est ce personnage qui recevait les rations du groupe. En même temps, la différence peut-être avec El Messira, c'est que dans ces halkas royales, il y a un côté un peu prestige, confort, qualité de service que tu n'avais pas forcément mais ça dépend de qui. Dans la halka, ça dépend qui. Sur les 20 000, il devait y avoir au moins 1000 VIP. Oui, il y aurait quelques centaines de VIP, mais pas tous. Donc, d'ailleurs, on le voit dans les plaintes qu'avaient un peu quelques notables qui n'avaient pas reçu la bonne tente ou la bonne allocation. C'est écrit, ça? Oui. L'autre intéressant au niveau logistique, c'est que le roi se déplace. Donc, il se déplace sur 4-5 mois, même 6 mois parfois. Il doit s'habiller. Et donc, il y a un rituel.
Et donc les caisses d'habillement du roi, donc le roi ne change pas de rituel. C'est-à-dire, il n'est pas en campagne, il n'est pas avec son... Il est dans son palais mobile. Il est son palais mobile, donc son mocassin, donc son rituel du palais, c'est le même. Et les groupes des serviteurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle les henta, donc les différentes corporations qui encadrent la vie du palais, sont les mêmes. Celui chargé de l'eau, chargé des ablutions, chargé du cheval, chargé, etc. Donc tous ils sont là. Alors imagine celui qui est chargé de ses vêtements. Vous savez que les rois, d'abord au niveau des costumes, donc il y avait une multiplicité d'habits, de vêtements, donc plusieurs habits et surtout plusieurs couleurs. D'ailleurs, la palette des couleurs est extrêmement intéressante et chatoyante, parce qu'il y a une description des palettes de couleurs. Est-ce que ces couleurs correspondaient à une symbolique ou on parle d'esthétique? Non, il y a le blanc qui est là, qui est symbolique, mais disons, il y a tout le reste. C'est des couleurs très, donc le qoqi, le ham, c'est des couleurs qui ressemblent beaucoup, qui sont proches, le hamsé, donc proches de la nature. Ils ont toujours eu le souci de l'élégance. De l'élégance, et donc, imagine que tu es au service du sultan, et qu'il te dit, je veux Mansouriya al-Qoqiya. Et si tu n'es pas organisé pour la... Sans logiciel. Et là, tu as un logiciel qui te gère. Donc alors on a la description brésilienne qui est très intéressante. Dans chaque caisse, tu as une sorte de liste, de feuilles, donc, en double exemplaire. L'une est gardée par celui qui est préposé aux habits, l'autre, etc. Donc, par deux personnes différentes. Et c'est exactement ce qu'il y a dans chaque caisse. Et donc, le jour où le roi devra s'habiller avec telle chose, etc. Quelle organisation? Eh oui, ça, c'est les temps. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur ce thème de... Non, ce qui est intéressant, il s'agit pas d'avoir ni un regard nostalgique, ni apologetique. Non, c'est informatif. C'est juste, s'intéresser en dehors des concepts institués. Dans des concepts, l'État, c'est le bulletin officiel, c'est le tribunal, c'est le Parlement. C'est les ministres, c'est les impôts. C'est les impôts. C'est de voir un peu quelles sont les expressions du politique ou les formes que peuvent prendre les politiques dans des situations, dans des configurations qui n'ont rien à voir avec l'État européen ou avec l'État chinois, etc. Donc dans un contexte particulier. Et donc dire que finalement cette trajectoire historique de l'État marocain laisse des traces dans notre imaginaire politique, dans la façon dont on accepte ou n'accepte pas le pouvoir, dont on entretient le pouvoir. Dans la façon dont le pouvoir lui-même perçoit la communauté. Et ces traces font lien et en même temps travestissent ou dénaturent ou naturalisent aussi. Ils peuvent naturaliser ou dénaturer des façons de gouverner qui sont importées. Donc, quand je dis la compréhension qu'a un chef de gouvernement même par exemple la compréhension qu'a le patron de la RAM de sa fonction de serviteur du roi, PDG de la RAM, mais aussi serviteur du roi, a quelque chose à voir avec celui qui était chargé de la monture du roi au 19e siècle. Ce qui explique par exemple que dans le protocole marocain, le PDG de la Royaume Maroc, quand le roi se déplace en Afrique pour un mois, le PDG part un mois. Mm-hmm. Parce qu'il est responsable, le premier responsable de l'avion qui est la monture de 2018 du roi. Et on peut pas comprendre, ça peut paraître comme une aberration, c'est peut-être une aberration aussi, mais ça a quelque chose, une trace. Donc tu es en train de nous dire que ces déplacements ça date de 150 ans. Là, on est en train d'étudier le Maroc d'il y a 150 ans. Il y a une véritable continuité sur les réflexes collectifs. En tout cas, il y a des continuité. Zones de continuité. Non, on raisonne pas en termes de continuité, ni en termes de traditionnalisation. Non. Qu'est-ce qui fait lien entre des individus et qui renvoie à un imaginaire partagé entre ces individus? Et qui est partagé à travers soit des récits, soit des expériences, soit des façons de faire dont on a oublié les origines. Mais c'est pas un enseignement formel. C'est pas un enseignement, c'est quelque chose qui donne un peu l'odeur, la sensation des choses, etc. Mais aussi, comme j'ai dit, qui peut habiter des formes modernes et les travestir, et les dénaturer, changer l'orientation, le fondement, les résultats, etc. Et c'est en ça que c'est intéressant. Merci beaucoup. C'était passionnant. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.